Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire Performance industrielle. Nous allons juste patienter un tout petit instant, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre à ce webinaire et nous allons pouvoir démarrer. Je voudrais juste vérifier en attendant si le son est bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer pour les premières personnes qui sont connectées, me confirmer que vous nous entendez bien? Vous avez un petit chat sur la droite qui vous permet d'écrire tout simplement. Donc, vous pouvez nous écrire un petit mot, nous confirmer que le son est bon. Encore une petite minute de patience et on va démarrer. Donc, d'un point de vue technique, je voudrais juste vous indiquer à tous donc, que vous avez tout au long de ce webinaire un chat à votre disposition qui est sur la droite. Donc, vous pouvez nous écrire si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à écrire quelque chose. Donc, on veillera tout au long de ce webinaire à vos questions et pouvoir surtout y apporter des réponses. Donc, bienvenue encore à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce webinaire. Nous allons être pendant 1 heure sur le thème de la performance industrielle. Donc, pour me présenter tout d'abord, je suis donc Najwa Amlal, directrice des affaires au sein de Kaizenway. Je suis également experte en HSE, donc hygiène, sécurité et environnement, dans ces 3 domaines, et j'interviens donc dans le cadre de différents projets au sein donc de Kaizenway, notamment celui-ci. Donc nous allons avec Eric Nelson qui va se présenter juste après, nous présenter donc le thème donc de la performance industrielle. J'aimerais juste vous indiquer aussi de rester avec nous jusqu'à la fin car nous aurons une proposition à vous faire à la fin de cette présentation. Donc restez bien connectés avec nous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Ok, merci Najwa. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Eric Nelson, je suis le président de Kaizenway. Nous faisons du conseil, nous accompagnons nos clients dans l'amélioration de la performance. Aujourd'hui, nous travaillons selon 2 axes principaux d'activité, l'axe conseil en prestations intellectuelles et l'axe amélioration de la performance au sein des entités soit industrielles, soit de bureaux de nos clients. Je suis moi-même issu d'une double casquette opérationnelle, amélioration de la performance, et en parallèle d'une casquette également d'accompagnement à la conduite du changement, d'accompagnement de l'humain. Et c'est bien là le thème et on va dire notre fil conducteur chez Kaizenway, c'est de mettre de la performance.
Alors, on va vous présenter notre vision de la performance industrielle. On a volontairement axé cette approche autour du 5S, mais vous allez voir très vite, le 5S n'est qu'un prétexte, n'est qu'une étape. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'amélioration de la performance, mais utilisé à bon escient et avec les bonnes méthodes, vous allez voir qu'on peut aller chercher beaucoup de choses en termes d'amélioration de la performance. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur notre contexte, hein, sur 2020. L'apparition nos vies, qui nous ont, on va dire, obligés à fonctionner différemment. On est aujourd'hui dans des modes de fonctionnement où on doit garder, on doit respecter certaines règles sanitaires de manière à ne pas mettre en danger ou ne pas se mettre en danger. Et mais on a tous bien conscience que garder une distance physique, c'est pas simple, mais ça ne doit pas nous déconnecter socialement. Et quand je dis nous déconnecter socialement, je vais aborder uniquement l'aspect professionnel et l'aspect connexion au travail. Alors, quand on parle de distanciation, déconnexion plus ou moins avancée pour les personnes qui soit n'ont pas pu être en capacité de travailler à distance, mais collègues, leurs clients, leurs fournisseurs. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que cette déconnexion n'est pas anodine, en tout cas pas pour tout le monde. Et chez vos collaborateurs, évidemment qu'il y en a qui ont vécu cet épisode de manière différente de la vôtre, vous en tant que manager. Peut-être que vous-même, vous l'avez vécu difficilement également. En tout état de cause, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, quand on revient dans ce de fonctionnement, qui travaille dans une usine, bien en tête que leur état partir tête baissée dans nos activités, faut pour savoir ce qui aujourd'hui peut constituer encore des peurs de leur part, des craintes, des doutes ou des idées. Les règles sanitaires que vous avez déjà tous mis en place dans vos organisations. Très concrètement, vous avez tous eu on va dire soit des tracés au sol, soit des réorganisations des opérations en atelier. Ce sont des choses qui sont faites évidemment de manière, on va dire, réactive à cette situation, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aujourd'hui apprendre à continuer comme ça, tant qu'on n'a pas, en tous les cas, une visibilité claire par rapport à cette situation sanitaire. Donc, parler d'état émotionnel, prendre en compte les nouvelles règles de distanciation physique et prendre en compte une nouvelle organisation des opérations en atelier. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de contraintes. Eh bien, moi, je vais vous dire qu'en plus de tout ça, on va se servir de ces contraintes-là pour les transformer en une opportunité d'amélioration de la performance, tout en gardant, évidemment, cet aspect bienveillance auprès de vos collaborateurs, de manière à ce que cette reprise, ce fonctionnement se passe de manière la plus naturelle possible. Transformons ces contraintes en opportunités. Ce qui a changé, on l'a vu juste avant, les 3 éléments. Ce qui n'a pas changé, c'est tout simplement le secteur dans lequel vous êtes et l'aspect concurrentiel dans lequel vous êtes.
L'aspect concurrentiel fait que c'est pas le moment de se dire qu'on peut baisser les bras. On verra plus tard pour la performance. Pour l'instant, on travaille. Non, on va travailler en améliorant la performance pour rester au top de notre secteur concurrentiel. Pour faire ça, la performance, c'est une performance de manière générique qui va s'orienter autour de l'aspect sécurité. Donc, on a de la sécurité classique, on a également de la sécurité de type sanitaire, évidemment. Une performance qui s'axe autour de la qualité également. Donc, qualité égale baisse de non-qualité et donc taux de bon du premier coup plus élevé, donc moins de non-valeur ajoutée. Et puis de la productivité, évidemment, parce que c'est ce qui permet de pouvoir produire un maximum qui répond aux besoins de nos clients. Alors, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle le 5S. Pour vous dire, je vais vous présenter le 5S rapidement. C'est pas le 5S en lui-même qui m'intéresse, mais ce sont ces principes qui m'intéressent et qui vont vous intéresser. Avant d'aller plus loin, le 5S, à quoi ça sert? Vous devez avoir plus ou moins des idées sur l'outil en lui-même, plus ou moins des idées sur est-ce que vous l'avez déjà vu en déploiement dans des usines, dans vos expériences actuelles ou précédentes. Et avant de vous dire ce que moi vous pouvez répondre, là, on va vous laisser quelques minutes pour dire en quelques mots, d'après vous, à quoi sert le 5S? Et Najwa, si tu veux bien lire les réponses qui arriveront. Je vais peut-être partager les quelques réponses effectivement que nous avons. Donc, première réponse, donc c'est apporter de l'ordre. Apporter de l'ordre. Tout à fait. Également, gagner du temps. Changer la culture d'entreprise. On a aussi ça. On a une autre réponse, gagner de la place. Ok. Alors, gagner du temps, gagner de la place, apporter de l'ordre, changer la culture. Je ne suis pas surpris par ces réponses et c'est ce qui arrive souvent. Le 5S, en fait, c'est quoi? Je vous ai fait un et n'est pas. Pour être très pragmatique, le 5S, avant tout, c'est un outil pour éliminer les gaspillages. Comment on va faire pour éliminer les gaspillages? On va les éliminer en ayant la capacité de rendre visibles tous les problèmes. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir que vous avez des exemples de la vie quotidienne qui illustrent ça. Le 5S, ça permet aussi de travailler avec le minimum d'efforts. Moi, je suis quelqu'un de très paresseux et j'aime bien travailler de manière efficiente. Et qui n'ont aucune valeur ajoutée, ça ne m'intéresse pas et ça ne devrait pas vous intéresser non plus. Et le 5S est là pour ça, pour éliminer tous les efforts non nécessaires, mais pour travailler de manière, j'ai dit le mot tout à l'heure, de manière naturelle. J'ai entendu tout à l'heure pour apporter de l'ordre. Alors, oui, peut-être que et sûrement la conséquence, c'est que ça apporte de l'ordre, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas un outil qui sert uniquement à ranger. C'est pas un outil qui sert à contraindre les collaborateurs à être rigoureux. Ça peut le faire, mais c'est pas l'objectif. Et je vais même aller plus loin. Si la contrainte est trop forte pour que les personnes chose qui n'est pas naturel. Et si dans la démarche 5S qu'on met en naturel ou logique, on a déjà raté la mise en place de cette démarche parce qu'on sait déjà qu'elle ne va pas durer. Donc, ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'une démarche 5S, ça permet de rendre visibles les écarts, ce qui est anormal. Et puis, ce que j'ai mis à la fin également, et c'est sur ça qu'on va aussi largement creuser par la suite, le 5S, il sert également à installer des comportements d'amélioration.
5S, bon, vous avez la définition là dans ce disque. Hein. Chacun des S, c'est du japonais. Vous avez chacune des étapes du 5S. On commence par l'élimination, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est à remplacer. Première étape. Deuxième étape, on va ranger. Ranger, ça veut dire prévoir où est-ce qu'on peut mettre chacun des éléments, où est-ce qu'on doit avoir de manière logique le meilleur emplacement pour arranger le flux. Troisième étape, on va nettoyer. On va faire en sorte que, par exemple, des boutons de commande soient on va dire, apparents, que les commandes soient inscrites sur ces boutons de commande. On va standardiser. Donc, standardiser, ça veut dire que tout ce qu'on aura peut-être défini sur un atelier pilote, après, on va le rendre applicable ou les sites. Et puis, dernière étape, le 5e S, on va pérenniser, on va faire respecter tout ce qu'on a mis en place. Je vous ai parlé de rendre l'erreur visible. Je vous ai parlé d'exemples de la vie quotidienne. Bon, quand on regarde l'image de gauche, on s'aperçoit assez clairement que la voiture de gauche n'est pas garée convenablement. Sur deux voitures, c'est une chose. Imaginez si on avait le cas sur l'ensemble des voitures qui sont sur la photo de droite. Évidemment, ce serait beaucoup plus compliqué. Vous voyez qu'en plus, sur la photo de droite, on a même un sens de circulation, de manière à ce que les véhicules circulent sans se croiser, sans créer de perturbation de flux. Vous pourrez trouver plein d'autres exemples dans la vie quotidienne, vos tiroirs à couverts, fourchettes, couteaux, cuillères. Il y a plein de choses qu'on fait naturellement, on s'en rend plus compte, mais maintenant, imaginez 2 secondes que dans vos tiroirs, vous n'aviez pas des couverts rangés dans des emplacements précis et que vous mettiez tout en vrac dans un tiroir à couverts. Ce serait peut-être plus compliqué également à trouver. Alors, si on parle donc de 5S, je vais déjà vous parler de ces 4 premières étapes, les 4 premiers S. Je vous ai parlé d'éliminer, ranger, nettoyer, standardiser. Donc, comment on fait concrètement? On va dire très cosmétique de éliminer, ranger, nettoyer, standardiser. Ce qui est important, c'est d'avoir un fil conducteur et un objectif pour travailler là-dessus. Faire du 5S en ayant en tête en ayant des données, des datas que vous avez analysées avec votre historique pour identifier quelles sont les erreurs récurrentes, quelles sont les erreurs qui ont le plus fort impact sur votre production. Et en faisant ça, vous allez mettre le 5S en place sur la tête de Pareto, sur les éléments les plus importants, et vous allez agir de manière la plus efficiente parce que plutôt que de faire quelque chose qui va traiter l'ensemble des erreurs et sans les hiérarchiser, vous allez agir très vite en arrivant au point le plus problématique. Ça, c'est concernant les données que vous allez analyser pour bien cibler votre démarche 5S. Bien cibler la démarche 5S selon vos axes de performance prioritaires. Tout à l'heure, on a parlé de l'axe sécurité, on a parlé de l'axe qualité, de l'axe productivité. Bon, à mon sens, les 3 axes sont corrélés et c'est compliqué de faire un axe sans les 2 autres. Après, vous pouvez avoir d'autres axes complémentaires. Ça, c'est vraiment à chaque organisation de voir. Mais organiser le chantier selon les axes prioritaires, ça permet tout de suite, comme les tiroirs à couverts, ça permet tout de suite de se dire toutes les actions que je vais mettre en place, je sais que ça va avoir un impact sur la partie qualité ou sur la partie productivité. Et ça, c'est super important parce que quand vous déroulez une approche 5S, vous allez devoir également convaincre toutes les personnes qui vont y contribuer ou qui vont l'observer parce que vous allez souvent démarrer par un atelier pilote. Donc, pour convaincre les gens, il faut construire ce qu'on appelle un storyboard, donc c'est-à-dire juste, on va dire un reportage photo, une liste des actions qui ont été mises en place. Et si à la base vous avez déjà catégorisé ces actions selon des axes de performance, ça va être beaucoup plus simple aussi à mettre en avant. Je pense par exemple à
dans une salle de pilotage ou de réunion des équipes, de mettre le top 3 des actions qui ont été mises en place et qui permettent de traiter les erreurs les plus récurrentes et à plus fort impact. Ensuite, il faut juste, entre guillemets, dérouler chacun des S. D'accord ? Il y a des méthodologies. Il y a une méthodologie qui est très simple et qui est très répandue de dérouler chacun des S. Et mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler de ces 4 premiers S, même si on peut vous accompagner là-dessus. Mais mon ambition, c'est d'aller plus loin que ces 4 premiers S et de me focaliser, une fois qu'on a fait ces 4 premiers S, de me focaliser sur le 5e S. Alors, je vous rassure tout de suite, quand je vous parle du 5e S, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, chez moi, habituellement, on s'arrête au 3e S ou au 4e S. C'est très, très fréquent. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce 5e S. Une fois que vous avez fait l'effort une fois, c'est dommage de ne pas standardiser et pérenniser. Donc, pour standardiser et pérenniser, j'ai envie de dire que quand on fait un chantier 5S, mais qu'on s'arrête aux 3 ou 4 premiers S, c'est du one-shot. C'est-à-dire qu'on va faire le plus dur, de mettre en place, d'apprendre, de s'adapter, de suivre ce changement. Et parce qu'on est content ou pas qu'on a fait, on va pas plus loin. Alors que le plus dur est derrière et le plus long est devant. Et le plus long, c'est d'instaurer des comportements. Alors, comportement et écoute, donc comportement managériaux et écoute active des employés. On revient toujours sur les mêmes axes. Je vous parlais tout à l'heure d'écoute des collaborateurs, surtout après une phase de confinement. Évidemment que l'écoute active, elle doit avoir lieu tout le temps. Évidemment que les encadrants de proximité doivent prendre le réflexe d'avoir cette écoute active. Alors, on n'est pas au pays de oui-oui. Quand on parle d'écoute active, c'est bien de parler du week-end ou de sujets divers. Pour ma part, quand je parle d'écoute active dans le cadre d'un chantier d'amélioration et dans le cadre d'une amélioration de la performance, je vais parler d'écoute active des employés pour améliorer leur activité. Quels sont les freins qu'ils rencontrent? Et quand je dis freins, c'est de manière très concrète. Quels sont les irritants? Quels sont les problèmes de machine, les problèmes d'étiqueteuse, les problèmes de bourrage machine, enfin, tout ce que vous voyez au quotidien, vous savez depuis des mois, des années, tout ce que vos employés traversent depuis un certain temps, et tout le monde s'habitue. Mais en fait, croyez-moi, les employés ne s'habituent pas. Ils sont juste tout le temps dérangés, tout le temps irrités par ce genre de problématiques très, on va dire, très terrain, très opérationnel. La performance. Donc, c'est là que j'introduis aussi mon modèle bottom-up plutôt que top-down. Donc, top-down avec tout le savoir, toutes les compétences sont détenues par la direction générale et les gens appliquent. Bottom-up, ce sont les gens les plus proches du terrain et des activités qui connaissent leur métier, leurs problèmes et qui dans un esprit d'amélioration, vont échanger avec leurs encadrants de proximité, leurs chefs d'équipe, leurs chefs d'atelier, etc., pour leur dire, ça serait pas mal que déjà vous me consultiez, et puis d'autre part que vous preniez en compte ou pas mes remarques, mais en tous les cas que vous les écoutiez pour qu'on regarde ce qui peut être amélioré, parce que eux, les premiers, veulent que les choses se passent le plus naturellement possible, évidemment. Donc, pour faire tout ça, pour instaurer ces comportements, pour amener une amélioration durable, je préconise de travailler tout d'abord la communication. Mais encore une fois, on est très pragmatique chez Kaizenway. Améliorer la communication, c'est tout simplement mettre en place une structure de communication. Soit mettre en place, soit l'améliorer, par rapport à ce que vous avez déjà. Une structure de communication qui va ne laisser aucune possibilité aux problèmes, aux écarts et aux risques d'être identifié. Une structure de communication qui va être hiérarchique, qui va passer de l'employé jusqu'au directeur de site, en passant par les ateliers, le responsable de prod. Donc là, on est sur une verticalité.
mais une structure de communication également qui va travailler la partie production, la partie maintenance, la partie ordonnancement, enfin voilà, la partie qualité. Donc également une structure qui soit transversale, parce que c'est pas vrai de penser que les problèmes appartiennent à un département. Un problème prend peut-être une source dans une raison, une cause racine générée dans une activité, mais la résolution de ce problème se fera de manière transversale. Donc, une structure de communication montante, descendante et transversale, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un piège anti-échappement. Favoriser le bottom-up, donc bottom-up du bas vers le haut, au niveau de l'organisation, on vient d'en parler. Ça veut dire aller chercher les idées. Alors, j'entends beaucoup de managers d'amélioration continue me parler de boîtes à idées. Alors, les boîtes à idées, c'est bien, mais j'ai rarement vu une organisation avec des boîtes à idées qui fonctionnent sur le long terme, pour plein de raisons. La première, c'est avec la nouveauté, peut-être que les gens vont avoir beaucoup de choses à dire, ils vont les dire. La question après, c'est comment vous les traitez, parce que ça crée toute une masse de travail, évidemment, de traitement, hein, c'est pas neutre, et je le conçois. Et peut-être que l'effort va être fait au départ, et souvent, derrière, les choses retombent. Alors que si on va chercher les idées auprès des différents employés durant nos points de communication, bah peut-être que tout simplement, on va déjà pouvoir, entre guillemets, éliminer à la source certaines idées qui ne sont pas applicables. Peut-être qu'on va pouvoir guider à la source avec les employés les idées qui devraient pouvoir être appliquées, ou en tout cas investiguées. Et sûrement qu'on pourra aussi dire en direct aux personnes, ton idée, elle est bien, mais on va pas investir dedans parce que pour X raisons, on n'est pas obligé de faire d'appliquer toutes les idées non plus qui sont données. Par contre, faire ce feedback, donner ce retour en temps réel, c'est super important et c'est ce qui justement va favoriser cette continuité de cette génération d'idées d'amélioration, ou en tout cas cette génération de j'ai rencontré tel problème encore une fois sur cette machine. Ce que je viens de vous dire, c'est aussi de la reconnaissance managériale. La reconnaissance managériale, c'est pas que une augmentation, c'est aussi une considération de ce que ces employés ont à dire. Et travailler sur ça, travailler sur qu'est-ce que vous avez comme idée, qu'est-ce que nous on va pouvoir faire par rapport à vos idées. Là, c'est déjà une reconnaissance qui va donner de la motivation à vos équipes. Encore une fois, ce n'est pas tout, mais c'est déjà ça. Et puis la dernière chose, c'est quand on parle de comportement, quand on parle de mettre en place une structure de communication et d'aller sur le terrain, c'est pour générer des comportements proactifs, préventifs, c'est-à-dire on n'attend pas que le problème apparaisse, on n'attend pas que la ligne soit arrêtée. On va aller voir à plusieurs reprises l'ensemble de nos collaborateurs pour voir s'il y a un problème, pour voir s'il y a même quelque chose de bizarre sur la machine, pour voir s'ils n'ont pas noté qu'il y avait de l'huile qui suintait sur la machine et que c'était un risque de casser la machine. Bref, tous ces petits signes auxquels on ne fait pas attention aujourd'hui, c'est le moment de se dire on va aujourd'hui capturer tous ces éléments-là et travailler de manière plus proactive pour ne plus être en mode pompier. Enfin, on va l'être encore évidemment, mais pour l'être le moins possible et travailler beaucoup plus en mode préventif. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est rien d'autre que l'application, une application, c'est pas la seule, mais une application du 5e S, standardiser et pérenniser l'approche en instaurant des comportements. Alors, vous allez me dire, OK, tout ça c'est bien gentil, mais comment on sait qu'on améliore tout ça ? Pour ceux qui me suivent déjà, ils savent que j'aime bien mesurer toutes les améliorations que l'on veut mettre en place. J'aime bien mettre une mesure pour en avoir le cœur net. Parler d'amélioration, si on ne sait pas mesurer, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas vers où on veut aller et on ne sait pas s'il y a eu quel niveau d'amélioration on a réussi à obtenir. Donc, tout ce qui se mesure s'améliore. Aujourd'hui, nous travaillons dans les chantiers Kaizen Way auprès de nos clients, nous travaillons avec des indicateurs que nous avons
mis en place, que nous avons construits. Ce sont des indicateurs de comportement managérial. Ces indicateurs-là, qui analysent le comportement managérial, vont nous permettre de travailler en coaching avec chacun de ces managers-là. Ils vont nous permettre de mesurer leur niveau de comportement managérial. Et cette analyse et ce coaching que l'on va faire au quotidien avec eux va leur permettre de trouver des axes pour progresser, pour pousser les collaborateurs à s'améliorer et à éliminer la non-valeur ajoutée. Donc, faire en sorte que les managers évoluent dans le sens de pousser leurs collaborateurs à être plus proactifs, en étant eux-mêmes plus proactifs, évidemment, c'est quelque chose qui s'accompagne, qui se fait avec l'objectif de rendre les choses pérennes et qui a pour objectif de donner à l'organisation les moyens de s'approprier cette amélioration. Donc, notre indicateur, nous avons 2 indicateurs associés à cette approche. Nous avons un indicateur qui permet de mesurer ce comportement managérial, l'indicateur iLead, et nous avons l'indicateur Oura. On n'a rien trouvé mieux qu'un indicateur Oura pour bien faire comprendre qu'on veut aussi mesurer la considération des employés par le manager. Alors, encore une fois, on n'est pas dans la considération financière uniquement et nous ne mesurons pas ça. Ça, c'est une affaire liée à l'organisation en elle-même. Par contre, nous allons mesurer tout ce qui va être facteur de considération, encouragement, félicitations, challenge, etc. Lorsqu'on accompagne un client, une usine, un site, on va travailler en équipe avec les différents managers à accompagner sur des éléments de type plutôt méthodologique, comme de la mesure du suivi de performance de production, l'identification des gaspillages, la responsabilisation, le retour sur investissement. Et encore une fois, tout ça découle du 5e S. Donc, on va travailler sur des choses comme ça, très, très concrètes, très méthodologiques. Mais on va également travailler la relation de confiance. On va travailler l'aspect maintien de la motivation pour les employés. On va travailler l'aspect comment le manager, l'encadrant, va avoir de l'impact durant ces réunions d'équipe, en réunion du matin, en réunion intermédiaire, et comment il donne du feedback. Et pour faire tout ça, on va suivre les 2 indicateurs dont je viens de vous parler. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on fait régulièrement chez nos clients pour non pas être indispensables, mais au contraire venir leur apporter les outils et les méthodes pour que après notre départ, les éléments continuent, les collaborateurs continuent à animer cette approche et continuent, en se l'étant approprié, à générer de la valeur ajoutée et à améliorer leur performance. Alors, Eric, juste avant de continuer, j'aimerais quand même qu'on réponde à certaines questions. On a quelques questions de la part des participants. Oui. Donc, première question, pourquoi ne pas juste former les managers? Question de Pierre. Alors, c'est une très bonne question et ça n'exclut pas la formation. Attention, et effectivement, j'aurais pu le préciser. Les managers sont formés, la plupart du temps déjà dans vos organisations, mais peuvent également être formés. Ce que je dis juste, c'est que la formation, c'est un élément qui apporte une théorie, qui donne des axes importants à connaître, théoriques, mais le seul enjeu que je vois derrière ça et qu'on croise régulièrement, qu'on rencontre régulièrement, c'est que au bout d'un certain temps, cette formation, ces acquis durant cette formation, ils ont du mal à être appliqués parce que soit le manager, il a fait partie d'un groupe qui ont été formés et il revient dans son atelier, tous ceux qui sont autour de lui, ils n'ont pas eu cette formation, donc il va petit à petit revenir à des fonctionnements précédents.
Ou tout simplement, au quotidien, c'est comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, vous n'allez pas juste être champion du monde, vous allez l'accompagner parce que la théorie toute seule, il ne saura pas forcément toujours comment l'appliquer et il ne saura pas toujours comment s'adapter parce que tout est aussi une question d'adaptation dans nos quotidiens. Donc, formation, oui, mais pas que. Et par contre, importance d'avoir une pérennisation de l'approche par une installation des comportements. Et l'installation de comportements, ça se fait par du coaching, pas par uniquement de la formation. Merci Eric. On a d'autres questions. Je vais te poser la question suivante. Donc, combien de temps serait nécessaire pour déployer la démarche, l'approche? Alors, une approche de ce type, c'est une approche qui constitue un changement important. Dans la théorie dans la conduite du changement, on sait par retour d'expérience que le changement les personnes vont traverser différentes phases émotionnelles sur le changement, soit de l'indifférence, de la crainte, de la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, petit à petit, tiens, je vais peut-être essayer. Et puis, tiens, ça marche. Et tiens, maintenant, je suis convaincu. Et en plus, maintenant, je veux continuer à construire par-dessus ça. Donc, on a toute une courbe du changement. Et le retour d'expérience, c'est que le creux, on va dire, de la courbe émotionnelle, il est atteint environ aux alentours des 3 mois sur ce genre d'approche. Très bien, merci. Une autre question. Entre le moment où la personne sera dans le creux de la courbe émotionnelle et le moment où elle va s'approprier cette approche, il va se passer 5-6 mois. Très bien. Une question plutôt sur les indicateurs. Quels sont les indicateurs de performance dont on parle? Alors, indicateur de performance, tout dépend de chacun des sites et chacune des organisations. Mais de manière très classique, on va soit parler des indicateurs de productivité, soit on va parler d'indicateurs de performance machine, soit on va parler de rendement matière si on est dans des secteurs qui sont liés à de la matière type agroalimentaire. Donc tout type de mesure de la performance est lié. Bien, je vais prendre encore une question et puis on va continuer pour rester dans la ligne. Qu'est-ce que les collaborateurs ont à y gagner? Alors, les collaborateurs, ils ont beaucoup à y gagner. Et je pense que cette question, elle ne vient pas d'un collaborateur, elle vient d'un manager. Un collaborateur, il a quoi à y gagner? Il a à y gagner que son manager, quand il va avoir ces nouveaux comportements managériaux installés, il va avoir très simplement et au quotidien un manager qui va écouter et traiter ses problèmes. Un manager qui va lui dire j'ai compris ton idée, mais je ne vais pas l'appliquer. Donc, il va lui faire du feedback pour X raisons. Un manager challenger qui va lui dire hier, le résultat de productivité sur ta ligne, est-ce que tu sais me dire pourquoi? Quelle est ton idée? Est-ce qu'il y a des choses que l'on n'a pas vues dans nos analyses? Et qu'est-ce qui ferait que la production d'aujourd'hui, on ne sera pas dans le même, dans le même niveau? Bref, il va juste gagner du sens à avoir un manager comme ça parce qu'il va avoir le sentiment, et c'est pas juste un sentiment, il va voir que son manager s'intéresse à ce qu'il fait. Mais quand je dis s'intéresse, c'est pas c'est pas s'intéresser en mode oui, je t'écoute, mais en fait je t'écoute pas. Non, il s'intéresse parce que tout simplement le dénominateur commun, c'est comment améliorer la performance globale. Donc tout le monde est gagnant et en premier lieu le collaborateur parce qu'il va pouvoir compter sur son manager. Merci.
Alors, je propose qu'on passe à la suite. Je vous ai parlé pas mal de cette approche du 5e S, de comment pérenniser, qu'est-ce qu'il faut faire pour installer ces comportements. Ce que je voudrais maintenant, c'est vous montrer par des chiffres, parce que je suis très chiffre, vous montrer par des chiffres que ce que je vous dis, ça se concrétise et que ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Sur nos 3 derniers mandats, hein, j'ai mis des secteurs sur lesquels on a pu travailler sur ces 3 derniers mandats, sur des sites de production qui comprenaient entre 300 et 500 personnes. On a, bon, vous voyez, des volumes de 270 à 370 jours hommes. Ça représente grosso modo 5-6 mois de travail à plusieurs. Déjà, le ROI, le retour sur investissement. C'est quoi? C'est entre le coût de notre l'investissement que le client a fait en faisant appel à nous et ce qu'il en a tiré. Vous voyez qu'on arrive toujours à un retour sur investissement plus tard au bout de 18 mois, donc un retour sur investissement de 1 sur 1 au bout de 18 mois, voire parfois un retour sur investissement de 2 sur 1 au bout de 12 mois. Et ce qui est important d'avoir en tête, au-delà de ces chiffres au bout de 18 et 12 mois, c'est de savoir qu'on a mis en place quelque chose de pérenne. Donc ça veut dire que année après année, vous allez continuer à avoir du retour sur investissement. Là, c'est juste, on va dire, le point d'équilibre initial. Mais même une fois que notre approche d'accompagnement est terminée, on vous a livré, entre guillemets, une capacité à continuer à générer l'amélioration de la performance. Donc, ça, c'est un point qui est, on va dire, au cœur de notre… qui permet à nos clients de savoir dans quoi ils investissent. Hein, beaucoup de machines. Ben, à un moment donné, est-ce que ça vaut pas le coup dans l'homme, dans ces hommes? Ensuite, ce que vous voyez à droite, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de mettre en place ou d'améliorer les structures de communication. On a nos propres tables d'évaluation et vous voyez que pour chacune de ces tables d'évaluation, on a amélioré de X points la maturité existante au moment où on est arrivé et mesurée à la fin de notre mandat. Amélioration de performance, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ce sont les indicateurs soit de productivité, soit de gain matière, l'activité de l'organisation. Et puis en gain annualisé, donc ça après évidemment ça dépend du chiffre d'affaires et de la taille de l'entreprise, mais vous voyez qu'on est quand même sur des assez conséquents et assez concrets. Je vous parlais d'indicateurs de comportement, je vous parlais d'indicateurs de performance, et je veux terminer sur cette slide en vous disant que notre approche, notre théorie est vérifiée avec tous ces exemples-là, c'est qu'il y a une corrélation entre le comportement managérial et la performance de ces activités. Aujourd'hui, quand vous regardez les deux courbes qui sont, la courbe rouge correspond à l'indicateur de comportement et la courbe bleue correspond à un indicateur de performance. Là, en l'occurrence, on parle de productivité. Hein, vous voyez que en termes de corrélation, on est pas mal. Alors évidemment, c'est pas un modèle mathématique. Hein, on reste quand même sur l'humain et sur surtout des aléas. Mais voilà, je pense que la corrélation est assez claire et le message que je délivre à mes clients quand on parle d'investir dans l'homme et quand on parle de travailler le comportement de manager, focalisez-vous sur le comportement de vos managers. Focalisez-vous sur comment on va travailler leur leadership, comment on va les pousser à challenger leurs équipes, comment on va les pousser à considérer, à reconnaître les efforts, à féliciter et à traiter les écarts qui sont identifiés par les collaborateurs. En bref, poussez-les à donner du sens à leurs collaborateurs. Pour le reste, la courbe d'amélioration de la juste suivre de manière très mécanique et ça c'est le constat qu'on vous présente aujourd'hui et plus fort que juste le fait de vous le présenter.
on est tellement sûr de nous sur ce point-là que on propose à nos clients des mandats avec des engagements de retour sur investissement. Donc, ça, c'est notre vision, mais au-delà de notre vision, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de travailler le 5S, mais surtout d'aller chercher beaucoup plus loin que les 5S, aller chercher le 5e S qui permet de pérenniser, qui permet d'installer des nouveaux comportements, parce que c'est l'installation de comportements qui génère la plus grosse partie de l'amélioration. Vous verrez, je peux le laisser là, je peux vous lire quelques témoignages, mais ce sont des témoignages spontanés que l'on a reçus de la part des différents interlocuteurs. J'en prends un. Kaizenway m'a permis de faire mon job de chef d'équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, vous avez des chefs d'équipe, des chefs d'atelier qui sont plutôt intéressés par faire tout ça, qui voudraient faire ça, mais ils ont besoin d'un prétexte. Ils ont besoin que quelqu'un oblige tout le monde à le faire, entre guillemets. Quand je dis oblige, c'est que quelqu'un mette en place une démarche généralisée. Et derrière, ça leur permet de faire leur job de chef d'équipe sans passer pour les faillots, entre guillemets, parce que c'est vraiment les termes qu'ils utilisent. Donc, on est là pour ça. On a aussi des personnes qui nous ont dit, en termes d'organisation de travail, mettre en place ce genre de nouveaux comportements, mettre en place cette nouvelle structure de communication, ça a réorganisé leur travail. Les personnes ne sont plus dérangées tout le temps sans valeur ajoutée. La démarche m'a permis de gagner énormément de temps dans la journée, car je ne suis plus interpellé tout au long de la journée, mais seulement durant les tournées mises en place. Cela me permet de mieux organiser mes semaines. Voilà. Je ne vais pas vous lire tous les témoignages, mais je peux vous assurer que à partir du moment où on travaille sur l'humain, dans la bienveillance, mais tout en restant connecté à un objectif de performance, il n'y a pas de raison, les gens sont partants. Et c'est ce qui va vous permettre de pérenniser toutes les améliorations que vous avez sûrement déjà en tête, mais qui restent dans un coin de votre tête. Voilà pour ma part sur cette présentation. Sur l'aspect de l'approche, Najwa, est-ce qu'il y a eu d'autres questions ou je pense que vu le temps, on va peut-être faire une présentation rapide de Kaizenway et je te laisse peut-être aussi parler de ce que tu réservé pour la fin. Tout à fait, oui. Je te remercie de la présentation. Donc, pour avant de terminer, effectivement, donner quelques informations concernant Kaizenway. Donc, à savoir que nous sommes donc une entreprise dans le conseil, c'est en ingénierie, donc en support, donc en accompagnement auprès de structures, notamment sur de la prestation intellectuelle, sur deux typologies d'accompagnement, donc notamment sur des fonctions support, donc un métier de la qualité. Gestion de projet, dans le métier, dans des prestations, sur des prestations aussi plus techniques, un métier plus lié à la maintenance, l'électronique et tout autre type de prestations en technique. Et bien évidemment sur le deuxième domaine, donc l'accompagnement de la performance, dont la performance industrielle, qui a fait l'objet de cette présentation aujourd'hui, mais également aussi la performance en télétravail à distance. Donc, nous intervenons sur ces différents périmètres et domaines d'activité pour différents comptes. Vous avez donc sur la slide les différents comptes sur lesquels nous avons déjà entrepris différents projets et sur lesquels nous sommes toujours actuellement en projet. Si donc toutefois vous avez des questions, vous voulez tout simplement nous consulter, donc vous avez un contact qui est à votre disposition, donc n'hésitez pas, c'est Monsieur Eric Nelson, vous avez donc son contact téléphonique directement. Et comme je vous l'ai indiqué au début de ce webinaire, donc nous vous avons prévu quelque chose, donc nous vous offrons donc la possibilité de bénéficier d'un diagnostic donc offert pour votre organisation
Donc, vous avez un bouton tout simplement, vous pouvez cliquer dessus si vous êtes intéressé et vous êtes donc convaincu par cette approche et que vous souhaitez donc aller plus loin et, et faire en sorte donc que ce soit un peu plus concret et tester donc cette démarche dans votre organisation. Donc, nous vous offrons donc un diagnostic donc pour votre organisation. Donc, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer dessus. Et je précise pour visionneront ce webinaire en enregistrement à la demande. Vous avez ce contact, mes contacts qui apparaissent dans cette dernière page. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour également me solliciter si vous souhaitez bénéficier. Parfait. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la démarche, de cette approche. Donc, pour tout complément, voilà, vous avez la possibilité de revenir vers nous directement donc, avec le contact qui sont indiqués. Et donc, bien évidemment, nous serons tout à fait ravis de répondre à vos questions. Eric, si tu as terminé, on va pouvoir clôturer cette séance, ce webinaire. Nous remercions encore une fois tous les participants et on vous dit à bientôt. Bon après-midi à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.